Merci d'être venues aussi nombreuses à cette conférence. Donc moi je suis Jennifer Deck. Je suis consultante en ressources humaines. J'ai créé le cabinet RH Indigo il y a 15 ans. Je suis spécialisée dans la gestion de carrière, l'accompagnement professionnel, le bilan de compétences, avec une spécificité qui est un accompagnement par la psychologie positive. Et notamment, j'accompagne les publics hypersensibles ou HPI, mais pas uniquement, évidemment. Alors, je vous ai fait une petite devinette. Quel est le point commun, à votre avis, entre ces différentes personnalités ou personnages? Bon, l'énigme est à son comble. Voilà, et 25% d'entre vous, très certainement, c'est l'hypersensibilité. Alors pourquoi j'ai choisi ces personnages ou personnalités? Parce que on les connaît tous et toutes pour une caractéristique de leur hypersensibilité. Vous avez reconnu Elsa, donc la Reine des Neiges. Elsa, sa caractéristique, c'est qu'elle perd ses moyens quand elle est émue, quand elle est hyper émue, ou trop émue, ou simplement très émue. Mais en tout cas, elle perd ses moyens et elle a peur de blesser les gens. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé, mais c'est une caractéristique de l'hypersensibilité, la peur de blesser l'autre, et aussi de perdre ses moyens sous le coup de l'émotion. Bambi, lui, sa caractéristique, c'est la candeur. C'est sa capacité d'émerveillement devant le beau, devant la nature, et c'est son enthousiasme devant toute chose, son innocence. Orelsan, que vous avez reconnu, sa caractéristique, alors on pourrait se dire Orelsan, hypersensible, il est tellement cynique, mais son hypersensibilité, elle se comprend à travers ses textes qui sont extrêmement introspectifs et son analyse très approfondie de la société. Et c'est aussi une des caractéristiques de l'hypersensibilité, cette analyse approfondie des choses et la tendance à l'introspection et à la remise en question. Et d'ailleurs, si on suit Orelsan depuis ses débuts, la remise en question est très présente chez lui. Keira Knightley, alors c'est pas la seule comédienne hypersensible, mais elle, son hypersensibilité, elle l'a exprimée dans sa difficulté à s'intégrer dans le milieu et l'industrie cinématographique et sa difficulté à résister à la pression. Elle a beaucoup exprimé sa vulnérabilité et les différentes phases d'anxiété qu'elle a traversées au cours de sa vie. Elle s'en est sortie très bien, comme nous toutes. Et enfin, Zhao Zhagazan, en ce moment, qui est au top, avec la Symphonie des éclairs, qui est vraiment l'hymne à l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, elle l'exprime très bien, je trouve de manière très poétique. Et elle explique comment la musique et le piano l'ont aidé à canaliser ses émotions et justement à transformer cette hypersensibilité en force qui pourrait aider les autres. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler effectivement de l'hypersensibilité et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. L'hypersensibilité, c'est un sujet qui est à la mode. D'abord, est-ce qu'on doit dire hypersensibilité ou haute sensibilité? C'est un débat, j'ai envie de dire c'est la même chose. Hyper, ça peut être connoté un peu de manière négative sous prétexte que ce serait trop. Alors on n'est pas trop émotif, on est très émotif. C'est pas forcément trop, même si parfois ça peut être un peu encombrant. Voilà, donc il y a beaucoup d'experts qui préfèrent parler de haute sensibilité. C'est un sujet qui est à la mode, on pourrait dire, en ce moment, comme les HPI, enfin tous les cerveaux hyper, ça intéresse beaucoup. On écrit beaucoup de choses sur le sujet. Moi, je m'y suis intéressée parce que je suis moi-même hautement sensible ou hypersensible. Il m'a fallu du temps avant de m'en apercevoir. Je vous expliquerai un tout petit peu comment ça se traduit chez moi au quotidien.
J'ai lu beaucoup, je me suis renseignée, j'ai consulté pour comprendre et puis savoir comment transformer cette caractéristique, hein, qui n'est pas du tout ni un défaut ni une qualité, c'est une caractéristique, point. Ce qu'on sait de sources sûres, vu qu'on écrit beaucoup, c'est que ça touche 25% de la population, donc certainement 25% d'entre vous. C'est ce qu'on sait aujourd'hui, en 2024. C'est vraiment très important d'adopter cette posture d'humilité par rapport à ce sujet, parce qu'on n'est qu'au début. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, il se peut que demain, on ait d'autres informations. Voilà, mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui. C'est 25% de la population. Parmi ces 25%, il y aurait 80% qui seraient introvertis. Alors, introverti ne veut pas dire timide. C'est important. Introverti, ça veut dire un besoin de se ressourcer dans le calme, besoin de se concentrer, besoin de s'isoler. Ça ne veut pas dire que ce soit des personnes qui ne soient pas capables d'être dans la relation aux autres, bien au contraire, mais qui vont préférer approfondir le lien et la relation plutôt que d'être dans un grand salon comme celui-ci. Voilà, c'est stimulant, mais c'est fatigant. Ok, ça c'est l'introversion. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de différence de genre avérée aujourd'hui. On ne sait pas, on ne dit pas que les hommes ou les femmes sont plus extravertis l'un que l'autre. Ça, en tout cas, c'est pas avéré. On sait aussi que ce serait génétique, je le mets au conditionnel, c'est génétique, mais on sait aussi que l'environnement a un véritable impact sur le déclencheur de l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des environnements, on va dire peut-être familiaux, qui vont valoriser la sensibilité et l'expression des émotions plus que d'autres. Et l'hypersensibilité s'exprimerait certainement plus dans les environnements où l'émotion est autorisée. Alors, est-ce qu'elle s'exprime plus et mieux? Ça, je ne sais pas. Hein, mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qu'on sait de sources sûres. Moi, je vais vous parler de moi, ce que j'ai compris de mon hypersensibilité et quelques traceurs. Après, si vous voulez, je vous donnerai une définition assez rapide. Et puis aussi, on va s'intéresser aux neurosciences. Parce que les neurosciences se sont intéressées justement au fonctionnement des cerveaux hyper, et peut-être que ça vous donnera une meilleure compréhension. Et puis l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et comment on en sort avec des atouts et des forces. Parce que l'hypersensibilité, c'est surtout une force. Et je ne pense pas qu'il faille la dominer ni la canaliser. C'est très important. Parce que dominer et canaliser quoi, ça serait un mystère encore non élucidé. Alors, moi, donc Jennifer, comment ça se manifeste dans mon quotidien? J'ai envie de dire, la première chose, c'est la sensibilité aux ambiances. Peut-être qu'ici, parmi vous, il y a des personnes qui sont hautement sensibles ou qui pensent avoir une sensibilité exacerbée, soit sensorielle, donc c'est-à-dire à la lumière, au son, aux odeurs, au toucher, voilà, soit une hypersensibilité émotionnelle. Donc les montagnes russes, une connexion avec ses émotions et celles des autres. Et c'est soit, mais ça peut être aussi et. Qui dans cette salle a l'impression d'avoir ou l'un ou l'autre ou les deux? Ok, bienvenue. Donc bien plus que 25%. En fait, les 25% sont là. Ok, voilà, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Donc la sensibilité, moi, aux ambiances par exemple, la lumière, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, les sons, quand c'est trop bruyant. Alors ce qu'il faut savoir que pour une personne hautement sensible, c'est toujours trop bruyant, ou c'est toujours trop éclairé. Donc les centres commerciaux, très clairement, c'est quelque chose, c'est un lieu que je ne fréquente pas, les hypermarchés non plus. Très difficile, ou alors il faut que je me gaffe de chocolat après parce que je perds mon énergie. Les responsables d'hypermarchés ont compris ce problème et ils sont en train de travailler dessus en créant des atmosphères beaucoup plus feutrées et sombres. Donc avec des sols noirs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bah oui, parce qu'il y a quand même 25% de la population à capter, hein. Donc c'est pas inintéressant. Donc perception accrue, et en fait on dit que les personnes hautement sensibles,
elles ont cette capacité de percevoir par leur sens les choses qui pourraient être imperceptibles aux autres. Voilà, donc la subtilité d'un son, d'une lumière. Les émotions intenses, bah, c'est ce qu'on va parler des montagnes russes. Je ris, je pleure, je m'émerveille, je m'enthousiasme, je m'inquiète, démesurément. Les besoins spécifiques qui sont le besoin de calme et de sommeil pour me ressourcer. Donc moi, je pense que j'ai vraiment pris conscience de mon hypersensibilité par la fatigue. Moi, c'est vraiment un traceur très fort chez moi. Et en fait, la gestion des émotions, la gestion des sens, la gestion des informations, le bruit, ça me fatigue énormément. Et donc, j'ai compris en faisant mes études que j'étais interne quand j'ai fait mes études. Et ben moi, j'éteignais la lumière à 21h30. Tout le monde bossait jusque minuit et demi, 2h du mat. Mais moi, impossible. Donc ça, c'était des indicateurs. Aujourd'hui, je les additionne, parce que ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on est hypersensible. Hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est l'accumulation de tous ces traceurs qui est important de comprendre. Le doute. Je doute, donc je suis. Alors ça, c'est ma vie. Mais je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, j'ai très peu de certitudes. J'ai très peu de certitudes et j'adore la confrontation d'idées, évidemment. Donc j'adore les débats, j'adore remettre en question, j'adore confronter les gens. Et donc, j'ai envie de dire, dans ma pratique professionnelle, c'est très intéressant, c'est même une force. Je suis consultante, j'accompagne les gens. Et évidemment que je suis là pour dézinguer les certitudes, parce que sinon on n'avance pas. Donc je dézingue. Et je suis très confrontante, de manière bienveillante, évidemment, mais je pense que c'est ma force. Alors, le doute, évidemment, quand je l'utilise pour vous accompagner, c'est une force et ça vous fait avancer. Mais alors le doute envers moi-même, ça ne me fait pas avancer, ça me fait stagner. Ça, c'est le revers de la médaille. Mais voilà, c'est quelque chose qui est enrichissant, je trouve, et qui permet d'apprendre et de se remettre en question et d'évoluer. Les valeurs dominantes, ça c'est vraiment une spécificité des cerveaux hypersensibles, HPI, hyper-empathiques. C'est-à-dire qu'on est dominé par nos valeurs. Et là, j'utilise clairement le terme dominé. C'est-à-dire que, et là, je peux le dire clairement sans honte, nous croyons que nos valeurs, vu que vous êtes tous hautement sensibles visiblement, donc vous croyez, et je crois, que nos valeurs sont vraies, justes, et que parce qu'on pense par ce filtre-là, nous avons raison. Eh bien, pas forcément. C'est extrêmement subjectif. C'est intéressant d'avoir des valeurs, mais c'est aussi intéressant de comprendre que ces valeurs-là ne sont pas la vérité absolue. Et ça nous agace fortement que ce ne soit pas la vérité absolue et que ce ne soit pas la vérité des autres. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, ces valeurs-là? Ça veut dire que dans l'univers professionnel, vous avez besoin d'être dans un environnement professionnel ou d'avoir un job qui ait du sens, qui soit en accord avec vos valeurs, que vous puissiez être aligné, c'est essentiel. Parmi ces valeurs qu'on retrouve chez toutes les personnes hyper empathiques, hypersensibles, HPI, c'est le besoin de transparence et vraiment le rejet absolu du mensonge. Les personnes hautement sensibles détestent le mensonge, ont besoin de transparence et ont une réaction épidermique au mensonge. C'est mon cas. Voilà, je ne suis pas la seule et je ne dis pas que parce qu'on n'aime pas les mensonges, on est forcément hypersensible. Il faut additionner tout ça, c'est important ce que je dis. Donc le besoin de transparence, le besoin de justice, et moi, ça se traduit aussi par une incapacité à m'insérer dans des jeux politiques ou stratégiques. Voilà. Je ne sais pas faire. Je suis diplomate. Ça, je sais, être diplomate, mais je ne suis pas politique. Et c'est là, mes limites sont là. Et l'analyse profonde et constante des sujets. Le besoin d'approfondir, de tout le temps chercher, de tout le temps s'informer, de creuser. Et si, oui, mais, patati, patata. C'est génial, c'est très, très enrichissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une tendance au perfectionnisme, mais que aussi cette analyse profonde, ça peut donner aussi une tendance à la rumination, qui est une des particularités, l'anxiété, la rumination des cerveaux hyper. Donc le fait de tout le temps analyser, plus de douter, plus de mettre dessus les valeurs, c'est pas étonnant que les émotions fassent ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça continue la nuit.
Vous avez remarqué? Ok. Hein, donc les nuits sont riches. On refait le monde. Et le lendemain matin, plus du tout la même chose. On se demande pourquoi on s'est pris la tête toute la nuit. Mais bon. Alors, la définition de l'hypersensibilité, aujourd'hui, les premières personnes qui se sont intéressées au sujet, d'abord, c'est Carl Jung. Hein, donc qui n'est pas sur cette photo, c'est un cerveau, c'est peut-être celui de Jung. Voilà, c'est le premier à avoir abordé la notion d'hypersensibilité, et puis ça a été repris par une psychologue, chercheuse américaine, qui est Helen N. Aron, qui est vraiment la référence en matière d'hypersensibilité, et qui, elle, a défini l'hypersensibilité comme un trait de caractère. Alors ça va être remis en question, hein, mais c'est vraiment elle qui, la première, a posé les diagnostics sur l'hypersensibilité et a identifié les traceurs. C'est aussi elle qui a créé les tests qui permettent d'identifier votre hypersensibilité. Donc oui, il y a des tests d'Hélène Aron que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement et qui vont vous permettre de vous positionner. Les neurosciences se sont aussi intéressées au sujet, et ce qu'on sait aujourd'hui du mode de fonctionnement d'un cerveau hyper. Alors, le cerveau hyper, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fonctionne très vite. Il a plus de connexions neuronales et elles sont plus rapides. Ça ne veut pas dire qu'elles soient meilleures. Ça veut dire qu'il fait feu de tout bois. Il fait feu de tout bois, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qu'il va retenir et qu'il va capter, mais il y a aussi plein de choses absolument pas intéressantes qu'il va retenir et qu'il va capter. Et pas forcément la capacité à prioriser tout ça. D'où cette grande fatigue. Le cerveau hypersensible, on va parler de prédominance de l'hémisphère droit. Alors il y a une théorie qui dit que le cerveau a deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Je vais vous les présenter. L'hémisphère gauche, c'est ce qu'on appelle, on a les deux, moi aussi, hein, attention, hein, on a tous ces deux hémisphères, mais on a une préférence, d'accord? On sait que 60% de la population résonne d'abord avec l'hémisphère gauche. Ils utilisent aussi l'hémisphère droit, bien sûr. Mais la prédominance, c'est l'hémisphère gauche. Donc c'est l'hémisphère gauche, c'est le cerveau des apprentissages. C'est le cerveau analytique. Il est centré sur la logique, l'analyse détaillée des situations. Les informations vont être traitées de manière séquentielle, c'est-à-dire une information l'une après l'autre. D'accord ? C'est un cerveau logique. 60% de la population. J'ai aussi cette capacité-là. Je ne suis pas en train de dire que je ne l'ai pas. Mais moi, ma dominante, comme peut-être la plupart d'entre vous ici, c'est l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est le cerveau des émotions, le cerveau du non-verbal, c'est-à-dire que vous allez capter ce qui n'est pas dit, vous allez capter et interpréter les choses, vous sentez la relation, vous imaginez, interprétez, c'est ce qu'on appelle l'intuition, hein, très clairement. Alors c'est difficile à défendre hein, comme position, parce que parfois on perçoit des choses, on a envie d'expliquer, mais enfin tu vois bien que personne ne voit rien du tout, sauf vous. Et ça ne veut pas dire que vous ayez raison. Voilà, donc mais c'est celui-là, c'est le cerveau des émotions et du non-verbal. Lui, il est intuitif, il est créatif. Ça, c'est une force des hypersensibles, hein, la créativité. Il analyse les situations de manière globale, donc il a l'esprit de synthèse, il a cette capacité à synthétiser les choses, et il a aussi cette capacité à s'attarder sur des tout petits détails, parfois très très importants et parfois totalement inutiles. Tout ça au même niveau. Et puis ce qu'on va appeler le traitement analogique et simultané, c'est-à-dire que les informations, il les traite ensemble, et il va les traiter un peu en arborescence, c'est ce qu'on appelle l'arborescence, c'est-à-dire vous imaginez un singe qui passe de liane en liane, il ne va pas traiter les informations une derrière l'autre, il va passer d'une idée à une autre, à une autre, à une autre. Alors moi je trouve que ça a beaucoup d'avantages hein, comme mode de fonctionnement, parce que c'est global, c'est hyper rapide. Moi en accompagnement, en coaching, j'utilise beaucoup ça, enfin de toute façon je ne vais pas faire autrement, donc j'utilise beaucoup ça. Ça veut dire que je digresse beaucoup aussi.
Je fais très attention aujourd'hui, j'ai mon PowerPoint. Mais la digression, elle a de l'intérêt, c'est-à-dire que vous écoutez la personne, vous êtes tellement à l'écoute et en empathie avec elle que tout d'un coup, ça vous fait penser que vous pourriez faire ça, vous pourriez lui parler de ça, et patati et patata. Donc, moi, ce que je fais, je me mets une croix sur la main en disant « Ouh là là, on va digresser, je vous promets, on revient ». Mais c'est cette digression que le coaché retient. Parce que c'est là où ça va devenir intéressant, c'est effectivement à ce moment-là où je suis vraiment très connectée avec la personne et puis je sais que je vais pouvoir lui parler de ci, de là. Donc ça, c'est la théorie des hémisphères et principalement, les personnes hautement sensibles utilisent celui-ci en priorité et après, elles vont sur l'autre. Hein, évidemment, on n'est pas amputé d'une moitié de cerveau quand même. Hein. Non, mais je le dis. Hein. Alors, les traceurs, je les ai déjà un peu évoqués hein, à travers mon expérience que je vous ai décrite tout à l'heure, et je les ai aussi évoqués à travers les personnages et personnalités de la première slide. Mais ce qu'on sait, ça, c'est que le cerveau, on a un cerveau en surchauffe. Il fonctionne tout le temps, il s'emballe, il analyse, il creuse, il cherche, il s'informe, il rumine. Les personnes hautement sensibles sont plus anxieuses que la moyenne. Et oui, voilà. Et je pense que, là ça c'est mon avis, je pense que la question du doute n'y est pas pour rien. Parce qu'en fait, quand on ne doute plus, quand on commence à avoir des certitudes, on peut instaurer une confiance. Le doute fait qu'on n'est jamais complètement certain de quoi que ce soit. Donc ça peut alimenter aussi son anxiété. L'hyper-empathie, parce qu'on a des neurones miroirs qui sont hyper rapides, hyper connectés. Les neurones miroirs, c'est effectivement, on a tous ça, hein, les neurones miroirs, hein, tous les cerveaux, sauf que les nôtres vont plus vite. Et c'est cette capacité d'absorption et de compréhension de l'émotion de l'autre. Et ça nous renvoie à notre émotion, à nous. Donc l'empathie, c'est vraiment important de comprendre que ça nous renvoie à nos propres émotions et qu'on peut aussi se tromper. C'est très intéressant, c'est très important d'être empathique, mais on peut aussi se tromper parce que ça nous rappelle et ça nous renvoie à notre vécu, à nos propres émotions. Voilà, ça je le dis. Et la quête de sens et de valeur, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça fait partie des traceurs de l'hypersensibilité. Les forces, quand même. La créativité, débordante, vous imaginez le singe qui a énormément d'idées. L'empathie, profonde, qui est quand même très intéressante, et pas que dans les métiers d'accompagnement, dans les groupes, au travail, dans les collectifs, c'est très important. Alors les hyper-empathiques, ils sont connectés effectivement aux autres, ils vont être sensibles aux ambiances et faire en sorte que l'ambiance soit extrêmement harmonieuse. Donc ce sont des personnes qui effectivement ont le souci que tout se passe pour le mieux. L'intuition aiguisée, je l'ai dit tout à l'heure, et puis le sens du détail. Le détail n'étant pas toujours d'égale importance, mais le sens du détail, donc ça c'est très important. Moi par exemple j'étais sur un stand, et ben sur les 2 jours, je prends une carte et je dis « Ah, vous travaillez également à cet endroit-là » Et il me dit « Ben non ». Et ben en fait, j'étais la seule à avoir vu la coquille. Et c'est tout le temps. Sur les menus de restaurants, les pubs, je vois toutes les coquilles. Bon, voilà, c'est un peu pénible, mais c'est un sens du détail. Au quotidien, les défis. La surcharge sensorielle, donc savoir gérer les environnements bruyants. Voilà, le monde, la lumière, donc besoin de pauses fréquentes. La fatigue émotionnelle, donc, que j'ai déjà évoquée, et l'anxiété. Au travail, l'hypersensibilité, parce que ça nous intéresse aussi, ce sont les mêmes défis. J'ai envie de dire qu'il y a quand même le perfectionnisme qui est là et qui peut nous empêcher d'avancer, qui peut nous empêcher d'agir, qui peut nous empêcher de trancher et de prendre une décision, de peur de se tromper et d'être jugé. Mais il y a aussi ça, la créativité, la résolution de problèmes de manière empathique et bienveillante, c'est une vraie ressource. Ne la négligez pas, une vraie ressource. Une grande productivité, pas tout le temps, quand vous êtes en forme, mais vraiment, hein, on est extrêmement productive hein, quand on est reposé. Et l'attention aux détails, mais qui est une vraie richesse, et un sens critique, vrai sens critique.
Alors, je vais vous parler de la quête de sens, parce que moi, j'en ai fait mon métier. Parce que très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Il faut savoir que les personnes hypersensibles ont besoin de se sentir utiles. Ça, c'est aussi un critère que je n'ai pas évoqué, mais elles ont besoin de se sentir utiles. Et elles ont aussi un besoin irrépressible de donner. Alors, je vous le dis, parce que c'est très important, mais c'est à canaliser. Et elles ont aussi des difficultés à poser leurs limites et à dire non. La quête de sens, moi j'ai commencé par moi. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je vais faire? La question de la mission. Parce qu'en fait, les gens en général, hautement sensibles ou les cerveaux hyper, ont besoin de se raccrocher à un objectif qui ait du sens, à une mission qui soit plus grande qu'eux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, quand j'ai créé RH Indigo, l'idée c'était d'aider les personnes qui se sentaient perdues dans leur trajectoire professionnelle, ce que j'ai vécu moi, une grande partie de ma vie, avant de créer. Donc ça faisait du sens pour moi. Dans mes accompagnements, j'accompagne la gestion de carrière, je fais des bilans de compétences, et il s'appelle Carrière et Sens, Reconversion et Sens. Je travaille avec des outils comme la psychologie positive, comme l'ikigai, qui sont que des outils qui permettent de donner du sens à ce que vous faites, parce que travailler pour travailler, ça ne suffit pas et ce ne sera pas épanouissant. Et ce sera du coup fatigant pour vous. Je développerai plus tard. Et enfin, les stratégies, je termine, voilà. Les stratégies que j'ai trouvées et qui fonctionnent, mais que j'ai aussi découvertes par mes lectures. Pour prévenir la surchauffe, la cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration que vous connaissez peut-être. Vous pouvez télécharger l'appli sur votre téléphone. Ça fonctionne, à condition de le faire tous les jours de votre vie. Voilà. Ensuite, la supplémentation, c'est-à-dire c'est important de comprendre que vous êtes hautement fatigable à cause de ce cerveau qui fonctionne en plein régime. Donc, on puise dans nos réserves, beaucoup plus que les autres. On a besoin de carburant pour alimenter ce cerveau. Donc, des oméga 3, du magnésium, j'ai envie de dire toute l'année. Et aussi, je ne l'ai pas écrit parce que ça, c'est vraiment sur avis médical, le safran, si certaines personnes en prennent, mais le safran fonctionne bien, mais c'est vraiment sur avis médical. La recharge émotionnelle, des siestes, des pauses, être dans la nature, marcher, s'aérer, ça c'est très important. Prendre soin de vous au travail. Prenez des temps pour vous et évoquez ce besoin de vous ressourcer. Moi, tout à l'heure, avant la conférence, je suis allée dormir en bas. Je me suis dit, je vais dormir un peu. Je serai en forme pour la conférence. Donc j'ai envie de dire, plus vous vous connaissez et plus vous acceptez vos émotions, mais aussi la fatigue, et plus vous allez vous les mettre sous le bras et puis les utiliser, les exploiter et en faire une force. Moi, je sais que j'avais besoin de dormir 20 minutes avant de faire la conférence, je l'ai fait. Et enfin, apprenez à dire non, à vous et aux autres. N'en faites pas trop. Parce que comme vous avez ce besoin irrépressible de donner et de faire plaisir aux autres, pensez à vous également. Je vous ai mis mes ressources, quelques ressources de lecture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, on se retrouve sur le stand de RH Indigo. Vous pourrez les feuilleter, les livres. Voilà, ils sont... Moi, je me suis surtout inspirée de celui-là, Mon cerveau est hyper, et celui-ci. Mais je les ai tous lus, et puis celui-ci émotive. C'est ma fille Emma qui me l'a offert. C'est un roman graphique, il est très bien fait. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, non. Sur le stand, voilà. On enchaîne. Merci à vous.